Au cœur de la France du XVe siècle, une terre déchirée par la guerre mais resplendissante de courage, une figure se dresse, auréolée de gloire et de lumière. C'est un héros de guerre, un maréchal de France, le compagnon d'armes de la pucelle elle-même, Jeanne d'Arc. Son nom résonne sur les champs de bataille comme un gage de victoire. Son armure brille sous le soleil de la royauté reconnaissante. Il est Gilles de Retz, l'un des hommes les plus riches et les plus puissants du royaume, un parangon de la noblesse et de la bravoure chrétienne. Mais derrière le faste de ses titres et l'éclat de ses victoires se cache une obscurité insondable, une abîme qui ronge son âme, dans le silence de ses vastes domaines, loin des acclamations de la cour et du tumulte des combats. Une autre histoire, bien plus sinistre, est sur le point de s'écrire, une histoire de sang et de larmes innocentes. Derrière les remparts imposants de ces châteaux, à Tiffauges et Machecoul, une ombre s'étend, silencieuse et mortelle. Alors que le maréchal est célébré comme un mécène des arts, finançant des spectacles théâtraux extravagants qui éblouissent la noblesse, les villages environnants sombrent dans une peur sourde. Des enfants disparaissent. De jeunes garçons, pour la plupart issus de familles paysannes démunies, sont attirés par des promesses d'une vie meilleure, un poste de page, une éducation, ou simplement une aumône pour apaiser leur faim. Ils franchissent les portes des forteresses de Gilles de Retz, les yeux remplis d'espoir, pour ne plus jamais en ressortir. Les murmures des mères éplorées se perdent dans le vent. Les plaintes des pères se heurtent à l'indifférence d'un système féodal, où la vie d'un paysan pèse peu face à la puissance d'un seigneur de son rang. Ce que nul n'ose imaginer, c'est l'horreur qui se déroule dans l'intimité de ces murs de pierre. Loin des regards, le héros acclamé se mue en un monstre, un prédateur qui se délecte de la souffrance la plus pure. Les vastes salles de ses châteaux, qui résonnent le jour des rires de sa cour, deviennent la nuit le théâtre d'actes de torture et de sadisme d'une cruauté qui défie l'entendement. Le sauveur d'Orléans est devenu l'architecte d'un règne de terreur privée, un bourreau qui trouve dans le meurtre d'enfants une jouissance perverse et inavouable. L'histoire de Gilles de Retz n'est pas seulement celle d'une chute vertigineuse, de la gloire à l'infamie. C'est la chronique glaçante de la naissance du premier tueur en série, documenté de l'histoire. Un homme dont la double vie allait à jamais marquer l'imaginaire collectif de l'horreur. Pour comprendre le monstre, il faut d'abord connaître l'enfant. Gilles de Retz est né en 1404 au sein de l'une des familles les plus illustres et fortunées de Bretagne. Son destin semblait tracé, une vie de privilèges, de pouvoir et d'honneur. Mais ce chemin doré fut brisé net à l'âge de 11 ans par la mort successive de ses deux parents. Orphelin, le jeune Gilles fut confié à la tutelle de son grand-père maternel, Jean de Craon, un homme dont l'ambition n'avait d'égal que sa brutalité. Sous la férule de ce tuteur avide et sans scrupules, qui le maria de force pour s'approprier de nouvelles terres, Gilles grandit sans repères moraux, ni affection véritable. Il hérita d'une fortune colossale, mais aussi d'un vide affectif béant et d'une leçon précoce et terrible. Le pouvoir et la richesse permettent de tordre les règles et de s'affranchir de toute contrainte. Pourtant, avant que l'ombre ne l'engloutisse, Gilles de Retz connut la lumière la plus éclatante. Durant la guerre de 100 ans, il se révéla un chef militaire d'une bravoure et d'une compétence exceptionnelles. Combattant aux côtés de Jeanne d'Arc lors du siège d'Orléans et d'autres batailles décisives, il devint l'un de ses plus fidèles et efficaces lieutenants. Sa vaillance sur le champ de bataille était légendaire. Son courage inspirait ses hommes et forçait l'admiration de ses pairs. En reconnaissance de ses services, le roi Charles VII l'éleva à la dignité suprême de maréchal de France. À ce zénith de sa carrière, Gilles incarnait l'idéal chevaleresque, pieux, courageux, loyal. Il était le héros que la France attendait, un bouclier pour le royaume, un exemple pour la chrétienté. Personne n'aurait pu deviner la dépravation qui sommeillait sous l'armure étincelante. La fin de la guerre et la capture tragique de Jeanne d'Arc marquèrent un tournant funeste. Retiré sur ses terres, loin de l'adrénaline des combats, Gilles de Retz sombra dans un ennui mortifère et une existence dissolue. Pour combler le vide, il se lança dans des dépenses pharaoniques, dilapidant sa fortune dans des fêtes grandioses et des productions théâtrales d'une extravagance inouïe. Son train de vie devint un gouffre financier, le poussant vers des chemins plus sombres encore. Il se tourna vers l'occultisme et l'alchimie, non par quête spirituelle, mais dans l'espoir désespéré de contacter des démons,
comme un certain baron, pour reconstituer sa richesse et obtenir un pouvoir dépassant celui des mortels. Cette quête obsessionnelle le coupa du monde et le fit basculer dans une folie où ses fantasmes les plus pervers allaient bientôt pouvoir se déchaîner sans plus aucune limite. Les victimes de cette folie étaient l'exact opposé de leur bourreau, invisibles, impuissantes et innocentes. Il s'agissait presque exclusivement de jeunes garçons et d'adolescents, âgés de 8 à 18 ans, issus des familles paysannes les plus pauvres qui vivaient sur ces terres ou aux alentours. Ils avaient des visages, des rêves et des noms que l'histoire a failli oublier. Attirés par la perspective d'un avenir meilleur, ils se présentaient aux portes de ces châteaux, croyant aux promesses d'un emploi de page, d'une éducation ou d'un simple repas chaud. Leur extrême jeunesse et leur crédulité en faisaient des proies idéales. Pour ces enfants habitués à la misère et au labeur, la magnificence des demeures de Gilles de Retz devait sembler être un avant-goût du paradis. Ils ignoraient qu'ils pénétraient en réalité dans les antichambres de l'enfer, leur confiance naïve les menant directement à leur perte. Leur vulnérabilité était le produit direct de la société de leur temps. Dans la structure féodale rigide du XVe siècle, la vie d'un enfant de serf n'avait que peu de valeur aux yeux des puissants. L'abîme social qui séparait un paysan d'un maréchal de France était infranchissable. Lorsque ces enfants disparaissaient, leur famille était démunie. Se plaindre? Auprès de qui? Contre qui? Accuser un seigneur aussi influent que Gilles de Retz était non seulement futile, mais extrêmement dangereux. Les rumeurs circulaient à voix basse, la peur étouffait les soupçons, et l'indifférence des autorités créait un climat d'impunité totale. La société elle-même, par son inaction et sa hiérarchie impitoyable, tendait au prédateur le bouclier qui lui permettait de chasser sur ses propres terres en toute quiétude, transformant les cris silencieux des familles en un simple écho, sans conséquence. L'année 1429 marque l'apogée de la légende dorée de Gilles de Retz. Au siège d'Orléans, il est une force de la nature, un jeune seigneur dont la bannière flotte fièrement aux côtés de celle de Jeanne d'Arc. Imaginez la scène, le fracas des armes, la ferveur mystique qui soulève une armée au bord de la défaite. Et au milieu de ce chaos, Gilles, chargeant avec une audace qui confine à la témérité. Il n'est pas qu'un simple soldat, il est l'un des artisans de la victoire qui changera le cours de la guerre. Sa bravoure est récompensée par la reconnaissance éternelle de son roi et une place dans le panthéon des héros français. Il est au sommet du monde, un chevalier chrétien dans toute sa splendeur, l'incarnation même de l'honneur et du devoir. Personne, en le voyant ainsi, n'aurait pu imaginer la pourriture qui commencerait bientôt à dévorer son âme. Mais le destin est capricieux. En 1431, Jeanne d'Arc, l'étincelle divine de cette épopée, est capturée et brûlée vive par les Anglais. Pour Gilles, cette perte est bien plus que la mort d'une camarade de combat. C'est un séisme spirituel. La mission qui donnait un sens à sa vie et à sa violence s'éteint avec elle. Profondément désillusionné, peut-être même en proie à une crise de foi, il se retire progressivement de la vie militaire. Il quitte la cour et les champs de bataille pour s'enfermer dans l'immensité de ses domaines. Le but qui le transcendait a disparu, laissant derrière lui un vide abyssal et dangereux. C'est dans ce silence et cet ennui que les démons intérieurs de Gilles, jusqu'alors maîtrisés par la discipline de la guerre, commencent à murmurer à son oreille. La retraite du héros se transforme rapidement en une descente aux enfers parée de luxe. Dès 1432, Gilles de Retz s'efforce de combler ce vide par une frénésie de dépenses. Son château de Tiffauges devient le théâtre permanent de sa mégalomanie. Il engage une troupe de théâtre pour jouer une pièce à sa propre gloire, le mystère du siège d'Orléans, un spectacle ruineux. Il finance des chœurs, des orgues pour sa chapelle privée, et mène un train de vie si somptueux que sa fortune colossale commence à fondre comme neige au soleil. Cette débauche n'est pas une simple quête de plaisir, c'est une tentative désespérée et bruyante d'étouffer le silence de son existence. Chaque fête, chaque note de musique est un défi lancé à l'ennui, qui le ronge, une fuite en avant vers la ruine et la folie. C'est dans ce contexte de décadence que les premières ombres apparaissent, discrètes et inquiétantes. Aux alentours de 1434, près de son château de Machecoul, un jeune berger disparaît, puis un autre enfant, un mendiant venu chercher l'aumône. Les disparitions sont d'abord des événements isolés, des tragédies personnelles noyées dans la misère ambiante. Mais la fréquence augmente, la peur commence à s'installer dans les chaumières. Pour assouvir ses désirs naissants,
Gilles s'appuie sur un cercle de serviteurs dévoués et corrompus, comme ses cousins Gilles de Sillé et Roger de Briqueville, et ses valets Poitou et Henriette. Ce sont eux qui deviennent ses rabatteurs, ses chasseurs. Ils parcourent les campagnes, repèrent les proies faciles et les attirent dans le piège du château, devenant les mains sales d'une volonté monstrueuse. Ce qui avait commencé comme des actes sporadiques se transforme rapidement en un système de prédation organisé et horrifiant. Entre 1435 et 1439, le rythme des enlèvements s'accélère. La méthode est presque toujours la même. Une promesse d'emploi, de nourriture ou d'argent. Une fois à l'intérieur du château, la victime est d'abord traitée avec une bienveillance trompeuse, parfois habillée de beaux vêtements et invitée à un repas. Ce raffinement initial ne fait que rendre la suite plus atroce. Conduite dans une chambre à l'écart, l'enfant découvre la véritable nature de son hôte. C'est là, dans le secret de ses pièces reculées, que Gilles de Retz assouvit ses pulsions sadiques. Les corps sont ensuite démembrés, brûlés dans la cheminée ou cachés dans les latrines pour effacer toute trace. La machine de mort tourne à plein régime, protégée par le pouvoir et le silence. Pendant près d'une décennie, le maréchal agit en toute impunité. Sa chute ne sera pas provoquée par les centaines de larmes paysannes, mais par un acte d'orgueil démesuré contre l'un des siens. Au printemps TAI 440, un conflit territorial l'oppose à un clerc nommé Jean le Féron. Furieux et se croyant au-dessus de toutes les lois, Gilles de Retz prend d'assaut une église durant la messe de Pentecôte et kidnappe le prêtre, le faisant emprisonner dans l'un de ses châteaux. C'était l'erreur fatale. S'attaquer à un membre du clergé et profaner un lieu saint était un crime que l'Église ne pouvait ignorer. L'évêque de Nantes, Jean de Malestroit, un homme puissant et tenace, est immédiatement alerté. L'enquête qu'il s'apprête à lancer sera le début de la fin pour le monstre de Tifo. L'étau se resserre durant l'été 1440. L'enquête ecclésiastique, initialement centrée sur le sacrilège et l'enlèvement, ouvre la porte à d'autres accusations. Les rumeurs sur les enfants disparus, longtemps étouffées, remontent à la surface et acquièrent une force nouvelle. Les parents osent enfin parler. Les serviteurs et complices de Gilles sont arrêtés et interrogés par les autorités ducales et ecclésiastiques. Sous la menace de la torture, leur loyauté fragile se brise. L'un après l'autre, Henriette et Poitou craquent. Leurs aveux sont un torrent de boue, une description détaillée et insoutenable de 8 années de meurtre, de viols et d'actes de sorcellerie. Ils livrent les noms, les lieux, les rituels macabres. La digue du silence a cédé, révélant une mer d'horreur qui dépasse l'imagination. Confronté à ces témoignages accablants, Gilles de Retz est arrêté en septembre 1440. Lors de son procès, il se montre d'abord arrogant, niant tout en bloc et invoquant ses privilèges de père du royaume. Mais face à la menace de la torture et de l'excommunication, sa façade s'effondre. Dans un revirement spectaculaire, il passe aux aveux complets. Devant le tribunal et le peuple de Nantes, il confesse publiquement et avec une précision glaçante la longue liste de ses atrocités, semblant parfois prendre un plaisir étrange à se remémorer ses actes. Le double procès, civil et ecclésiastique, est rapide. Reconnu coupable de centaines de meurtres, d'hérésie et de sodomie, il est condamné à mort. Le 26 octobre 1440, le héros de France est pendu, puis son corps jeté dans les flammes, mettant un terme à son règne de terreur. La tension la plus palpable réside dans les pierres mêmes du château de Tiffauges, qui devient un personnage à part entière, un labyrinthe de splendeur et d'effroi. Le jour, ces salles résonnent de musique et de poésie. Les tapisseries colorées dépeignent des scènes héroïques, et la lumière du soleil filtre à travers les vitraux de la chapelle. Mais à la nuit tombée, l'atmosphère se métamorphose. Le script nous emmène dans les couloirs froids et silencieux, loin des appartements d'apparat. Le son d'un luth s'estompe pour laisser place au grincement d'une porte lourdement ferrée. Une odeur d'encens se mêle à une senteur plus âcre, métallique et écœurante, qui semble émaner des profondeurs de la forteresse. C'est dans ce contraste sensoriel que le suspense s'installe, cette dualité des lieux qui reflète parfaitement celle de son maître, transformant le foyer du héros en antre du monstre. Le récit bascule ensuite vers la perspective des complices, notamment Henriette ou Poitou, créant une tension insoutenable par l'ironie dramatique. Nous le voyons approcher une nouvelle victime, un jeune garçon aux joues creuses, avec un sourire bienveillant et des paroles rassurantes. Le dialogue est d'une banalité glaçante. Le seigneur maréchal cherche un jeune page intelligent comme toi. Tu mangeras à ta faim et tu porteras de beaux habits.
Le garçon, ébloui, le suit sans méfiance. Mais nous, spectateurs, savons. Nous voyons la main du serviteur qui tremble imperceptiblement, le regard fuyant qu'il jette par-dessus son épaule. Est-ce de la peur, du remords ou simplement la crainte d'être découvert? Cette humanité fugace rend son acte de trahison encore plus monstrueux, car il n'est pas un démon, mais un homme qui choisit de mener un innocent à l'abattoir. Pour maintenir le spectateur en haleine, la narration sème des questions lancinantes qui explorent l'énigme psychologique de Gilles de Retz. Qu'est-ce qui a pu briser l'âme du compagnon de Jeanne d'Arc dans la solitude de ces terres? Le vide laissé par la guerre a-t-il simplement révélé une bête qui sommeillait depuis toujours? Le script le montre dans des moments de solitude, passant de la contemplation d'un crucifix à la lecture fiévreuse d'un grimoire d'alchimie. Ces sautes d'humeur sont imprévisibles, alternant entre une mélancolie pieuse et des accès de rage soudaine et terrifiante contre ses serviteurs. Cette instabilité psychologique crée un suspense permanent autour de ses motivations. Il n'est pas un monstre monolithique, mais un abîme de contradictions, et c'est cette complexité insaisissable qui le rend si effrayant et fascinant. La tension est aussi tissée à travers le chagrin et l'effroi grandissant des familles. Au début, c'est l'espoir qui domine. Une mère se réjouit que son fils ait échappé à la misère. Mais les semaines passent sans nouvelles. L'espoir se fissure, puis se transforme en une angoisse sourde. La narration se concentre sur des scènes poignantes. Une paysanne qui attend des jours entiers au bord du chemin menant au château, guettant une silhouette qui ne reviendra jamais. Dans le village, les chuchotements se font plus audibles. Le fils de la veuve Martin non plus n'est pas revenu. La peur devient collective, mais silencieuse. C'est la terreur lente d'une communauté impuissante qui réalise qu'un prédateur vit parmi eux, un prédateur protégé par une armure de titre et de pouvoir contre laquelle leur vie ne pèse rien. Enfin, le suspense atteint un nouveau pic avec le début de l'enquête menée par l'évêque Jean de Malestroit. L'enquêteur est initialement sceptique. Les accusations de meurtre et de sorcellerie contre un maréchal de France, un héros du royaume, semblent grotesques, impensables. Le script met en scène son dilemme. Il est confronté d'un côté à la plainte claire pour l'enlèvement d'un prêtre et de l'autre à un flot de témoignages de paysans qu'il est tenté de rejeter. La tension monte à chaque nouvel indice, à chaque nouvelle déposition qui corrobore l'incroyable. Le spectateur suit pas à pas la progression de l'enquêteur, attendant le moment où le voile du déni se déchirera et où il sera forcé de regarder en face l'horreur absolue de la vérité. Osera-t-il s'attaquer à une figure aussi puissante? La clé de la psychologie de Gilles de Retz se trouve dans les blessures béantes de son enfant. Orphelin à 11 ans, il est privé des figures parentales qui auraient dû lui inculquer l'empathie et la morale. À la place, il est façonné par son grand-père, Jean de Craon, un homme pour qui la violence, la manipulation et l'ambition sont des outils légitimes pour accroître son pouvoir. Dans cet environnement toxique, Gilles n'apprend pas l'amour, mais la prédation. Il intègre une leçon fondamentale et destructrice. La puissance confère tous les droits, et les faibles sont des pions sur l'échiquier des puissants. Sa fortune colossale, héritée sans la maturité, ou les garde-fous pour la gérer, devient alors une malédiction. Elle lui donne les moyens infinis de satisfaire le moindre de ses caprices, le moindre de ses fantasmes, sans jamais avoir à en craindre les conséquences. La guerre, pour un homme comme Gilles, fut un paradoxe. Sur le champ de bataille, sa violence et son agressivité étaient non seulement autorisées, mais canalisées, structurées et même glorifiées au service d'une cause noble. Tuer était un acte de bravoure. Cependant, une fois la paix revenue et la figure quasi divine de Jeanne d'Arc disparue, ce cadre s'effondra. Gilles se retrouva seul face à ses pulsions, sans exutoire légitime. Le vide de l'après-guerre, l'ennui d'une vie sans l'adrénaline du combat et le frisson de la mort devint son pire ennemi. Ces crimes peuvent alors être vus comme une tentative perverse et désespérée de recréer cette intensité, de retrouver ce pouvoir absolu sur la vie et la mort qu'il exerçait en tant que soldat, mais cette fois dans le secret de ses châteaux, sans autre but que sa propre et horrible jouissance. Au-delà de sa psychologie personnelle, Gilles de Retz est le produit d'un système social qui a nourri son arrogance. Dans la société féodale du XVe siècle, la hiérarchie était rigide et incontestée. En tant que maréchal de France, baron et seigneur de vastes terres, il se situait au sommet de la pyramide, bien au-dessus des lois qui régissaient le commun des mortels. Pour lui,
Les enfants de paysans n'étaient pas des êtres humains à part entière, mais une extension de ses propriétés, des ressources disponibles qu'il pouvait utiliser et détruire à sa guise. Cette déshumanisation n'était pas seulement le fruit de sa propre perversion, mais une attitude endémique à une noblesse qui considérait le peuple comme une masse anonyme et corvéable. Ces crimes ne sont donc pas seulement ceux d'un homme, mais l'expression la plus extrême de l'abus de pouvoir que cette structure sociale rendait possible. De l'autre côté du miroir social se trouve la vulnérabilité absolue des victimes et de leurs familles. La pauvreté écrasante et l'absence totale de perspective définissaient leur existence. Dans ce contexte, l'opportunité pour un enfant d'entrer au service d'un grand seigneur comme Gilles de Retz n'était pas seulement une chance, c'était un miracle, le rêve d'une vie meilleure. Leur confiance et leur espoir sont devenus les armes mêmes de leur destruction. La faille institutionnelle n'était pas seulement l'incapacité de la justice à les protéger, mais l'indifférence fondamentale de la société à leur égard. Le drame de leur disparition était une affaire privée, une tragédie sans poids politique ou social. La justice ne s'est mise en marche que lorsque le maréchal a commis l'erreur de s'attaquer à un membre de l'Église, prouvant que dans ce monde, toutes les vies n'avaient pas la même valeur. La révélation publique des crimes de Gilles de Retz a provoqué une onde de choc dans toute la France, un mélange d'horreur, de dégoût et d'une étrange fascination. Le procès et la confession détaillée du maréchal ont mis à nu une vérité dérangeante. Le mal absolu pouvait se cacher derrière le masque le plus respectable, celui du héros de guerre et du fervent chrétien. Cette affaire a profondément marqué l'inconscient collectif, devenant une légende noire, un conte moral terrifiant sur les dangers du pouvoir sans limite. Avec le temps, la figure historique de Gilles de Retz s'est fondue dans le folklore, nourrissant la célèbre légende de Barbe Bleue. Cette transformation de l'histoire en mythe montre comment une société tente de comprendre et de contenir un mal si extrême qu'il dépasse l'entendement, en le transformant en un archétype universel de la monstruosité cachée. Le point culminant de cette descente aux enfers se joue dans la salle solennelle du tribunal de Nantes. Le décor est imposant. Une cour de justice double, où les juges ecclésiastiques en robe sombre siègent aux côtés des magistrats civils du duché de Bretagne. Lorsque Gilles de Retz fait son entrée, il n'a rien d'un accusé brisé. Au contraire, il est l'incarnation de l'arrogance nobiliaire. D'une voix forte, il défie la cour, l'insulte et proclame que son statut de père du royaume le place au-dessus de leur juridiction. Il refuse de répondre, se drapant dans ses privilèges comme dans une dernière armure. Cette défiance initiale crée une tension extrême. Le public, les juges, les parents des victimes présents dans l'ombre, tous retiennent leur souffle, se demandant si le pouvoir du monstre est encore assez grand pour lui permettre d'échapper à la justice des hommes. Le basculement est aussi soudain que spectaculaire. Confronté aux témoignages détaillés de ses serviteurs, qui décrivent par le menu les rituels de mort, et menacé d'excommunication par l'évêque, ce qui le priverait d'une sépulture chrétienne, Gilles de Retz s'effondre. Sa posture arrogante se brise, remplacée par une démonstration de repentance théâtrale. Dans un silence de mort, il se met à genoux et annonce qu'il va tout confesser. Ce qui suit dépasse l'entendement. Il ne se contente pas d'admettre sa culpabilité. Il se lance dans un récit fleuve, une description clinique et exhaustive de ses crimes. Il donne des détails sur les tortures, les viols, les meurtres, semblant revivre chaque scène avec une précision glaçante qui transforme la salle d'audience en une annexe de ses chambres de l'horreur et les juges en témoins de sa dépravation absolue. Après des aveux aussi complets et monstrueux, le procès n'est plus qu'une formalité. Le verdict tombe, implacable. Gilles de Retz est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Hérésie, pour avoir invoqué des démons. Sodomie, un crime capital à l'époque. Et meurtre sur la personne de 140 enfants, voire plus. La sentence est prononcée. Il sera pendu et son corps brûlé. Ses principaux complices, Henriette et Poitou, reçoivent la même condamnation. La nouvelle se répand dans la ville, provoquant un mélange de soulagement, de satisfaction macabre et d'effroi. Le puissant maréchal, le héros de la nation, est déchu. La justice a triomphé, non pas tant pour les enfants paysans que parce qu'il avait osé défier l'ordre de l'Église et de l'État, prouvant qu'il existait une limite même à la tyrannie des grands. Le 26 octobre 1940, le dernier acte de la tragédie se joue dans les rues de Nantes. Une foule immense et silencieuse assiste à la procession. Gilles de Retz, jouant jusqu'au bout son rôle de pécheur repenti, marche vers le lieu de son supplice, sur une prairie en bord de Loire.
Dans un geste d'une ironie tragique, il demande humblement aux parents de ses victimes de prier pour le salut de son âme. La scène est surréaliste. Arrivé devant le gibet et le bûcher, il s'adresse une dernière fois à la foule avant d'être pendu. Par un acte de clémence, son corps est descendu de la potence avant d'être entièrement consumé par les flammes, afin qu'il puisse recevoir une sépulture chrétienne. Le spectacle de l'exécution se veut purificateur, un rituel public destiné à laver la communauté du mal qui l'a souillée. La mort de Gilles de Retz ne referme pas les blessures. Pour les familles des victimes, aucune exécution ne peut ramener leurs enfants. Leur douleur, longtemps ignorée, est enfin reconnue, mais leur deuil est éternel. Pour la société, le choc est profond et durable. Le nom du héros est effacé de l'histoire officielle, remplacé par celui du monstre légendaire. Ces châteaux, Tifauge et Machecoul, deviennent des lieux maudits, hantés par les fantômes d'enfants sacrifiés. L'affaire laisse une cicatrice indélébile dans la mémoire collective, un avertissement terrifiant sur la dualité de la nature humaine et la corruption que peut engendrer un pouvoir sans contrôle. La chute du maréchal marque la fin d'un homme, mais la naissance d'un mythe sombre qui traversera les siècles, celui du plus grand monstre de son temps. L'histoire de Gilles de Retz est bien plus que la chronique du premier tueur en série de l'histoire. C'est une parabole sombre et intemporelle sur la dualité de la nature humaine et la corruption absolue qu'engendre un pouvoir sans limite. Son parcours nous force à confronter une vérité troublante. Le mal le plus abject peut se dissimuler derrière les façades les plus héroïques et les plus respectables. Au-delà du monstre, son cas est une réflexion amère sur la justice, les classes sociales et la capacité effrayante d'une société à ignorer les cris des plus vulnérables lorsque ceux-ci sont étouffés par le prestige d'un homme puissant. La trajectoire de Gilles, du pinacle de la gloire à l'abîme de la dépravation, sert d'éternel et sinistre rappel que la ligne qui sépare le saint du monstre, le sauveur du bourreau, peut être d'une finesse terrifiante, une frontière fragile que tout homme peut potentiellement franchir.